Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui c'est vendredi et je vais répondre à 5 questions lecteurs. Alors au programme, je regarde mes notes, on a un sujet sur le picture control monochrome et puis l'interprétation dans le format RAW. Vous allez voir que c'est une question qui revient souvent. L'intérêt de shooter en RAW 14 bits ou 12 bits. Les problématiques de réglage de mise au point manuel, autofocus et de commutation sur l'objectif. J'ai une question sur les modes de déclenchement en autofocus. Et puis une cinquième qui concerne le réglage, toujours pareil, de l'infini sur un objectif. J'ai essayé de regrouper les questions par domaine un petit peu. La prochaine fois, je vais voir. En fait, je ne sais pas trop comment je vais gérer cette rubrique encore, pour tout vous dire. Est-ce que je vais faire toujours les questions le vendredi ou pas? C'est possible, parce que je trouve que ça, voilà, ça permet de conclure la semaine sur quelque chose d'assez pratique. J'ai pas mal de questions en stock. Néanmoins, vous pouvez continuer à m'envoyer les vôtres à l'adresse nikonpassion.com/question. Slash, c'est la barre oblique vers comme ça. Enfin, vers la droite, je ne sais pas comment ça passe dans la vidéo. Voilà. Alors, donc, la première question, c'est une question de Freddy qui me dit j'ai bien suivi l'épisode, l'émission sur le picture control et l'utilisation des picture control Nikon. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que quand je shoot en picture control monochrome, donc pour faire du noir et blanc directement, je vois bien le noir et blanc sur le boîtier, ça marche bien, mais donc Freddy il utilise le logiciel Lightroom et il me dit quand je bascule, quand j'importe mes photos dans Lightroom, elles sont bien en noir et blanc pendant quelques secondes et puis tout d'un coup, paf, elles rebasculent en couleur et je ne comprends pas pourquoi, est-ce que je fais une fausse manip, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas une fausse manip, en fait c'est normal. Parce que ce qu'il faut comprendre, pour revenir très vite, je ne vais pas refaire l'épisode, mais je vous mets le lien vers le sujet sur le picture control. Je vous ai bien dit que donc le boîtier enregistre dans un fichier NEF, qui est le RAW Nikon, l'image, les données de l'image en RAW et les réglages comme le réglage de picture control. Et puis il fait une vignette JPEG à laquelle il applique le picture control. Donc quand vous voyez l'image sur l'arrière du boîtier, sur l'écran, c'est cette image JPEG que vous voyez. Ça c'est vrai tout le temps, hein, c'est toujours une image JPEG forcément, puisqu'un RAW c'est pas une image visible, c'est pas une image d'ailleurs. Donc vous voyez ça, et comme ça a été fait en monochrome, vous voyez bien une image en noir et blanc. Quand vous ouvrez cette même image dans un logiciel Nikon, Capture NXD par exemple, et bien là, le logiciel, il sait interpréter le NEF, puisque c'est Nikon qui parle à Nikon. Donc là, le logiciel, il est capable de voir que ça a été fait en monochrome, et donc il va afficher la vignette et utiliser le mode monochrome. Quand vous utilisez, enfin quand vous ouvrez plutôt ce même fichier RAW dans un logiciel qui n'est pas Nikon, alors Freddy, il nous dit c'est Lightroom, mais ça serait n'importe quel autre logiciel de traitement RAW qui n'est pas Nikon, Capture One, DxO, CD6, ce que vous voulez, ça serait pareil. C'est-à-dire que ces logiciels-là, Nikon n'a pas ouvert son format NEF, donc Nikon ne dit pas qu'est-ce qu'il met dans son fichier. Il dit juste, voilà, les données standards du RAW, le reste c'est mon problème, je te le donne pas. Ils font tous pareil, hein, c'est pas que Nikon, Canon et les autres, c'est pareil. Et du coup, ces logiciels-là ne sont pas capables de voir que ça a été fait avec un certain picture control. Donc ce qu'ils font, c'est que, alors pour parler de Lightroom, surtout pour répondre à la question qui dit pourquoi pendant 2 ou 3 secondes j'ai bien l'image en noir et blanc et que ça bascule après, parce que pour ce logiciel-là en particulier, eh bien, lors de l'import et de l'affichage de la photo, pour aller plus vite à l'affichage de la photo, Lightroom va récupérer la vignette JPEG du fichier RAW, il l'affiche, pendant ce temps-là, il crée l'aperçu avec les réglages d'aperçu que vous avez choisis dans les préférences du logiciel, et dès qu'il a créé l'aperçu, il vous affiche son aperçu qui est plus qualitatif que la vignette JPEG. Sauf que il a fabriqué l'aperçu sur les données du fichier RAW, et comme il n'est pas capable de voir que c'est un picture control monochrome parce que Nikon ne veut pas lui dire, eh bien lui il voit un RAW, il voit une image en couleur, et donc il affiche une image en couleur. Alors ça, donc pour répondre à la question, c'est normal. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est juste c'est fait comme ça. Les anglo-saxons disent as designed, ça veut dire c'est pas un bug, c'est conçu comme ça. Pour compléter la réponse, on peut changer ce comportement-là. Alors dans Lightroom c'est le cas, dans les autres logiciels il y a aussi des possibilités. Il suffit d'utiliser les profils de boîtier Nikon dans Lightroom. Alors ça vous allez dans le module développement et puis vous avez tout en bas la possibilité de changer le profil de boîtier. Et là si vous dites, mettons que vous ayez fait, je sais pas moi, toute une carte de photos avec le picture control monochrome, vous voulez voir vos images en monochrome, et bien dans ce cas-là,
vous sélectionnez toutes vos photos une fois qu'elles sont importées, vous choisissez le profil boîtier Nikon Picture Control monochrome, vous l'appliquez, et là vos images vont tout de suite rebasculer en noir et blanc. Vous pouvez même l'appliquer lors de l'import, c'est encore plus rapide. Donc voilà pour ça, si vous avez des choses pas très claires sur chacune des questions, laissez-moi un commentaire sous le sujet là, et puis je pourrai compléter les réponses. La deuxième question, c'est de Claro, alors je ne sais pas si c'est vraiment si c'est un pseudo ou si c'est le prénom, peu importe, qui me demande quel est l'intérêt d'utiliser le format RAW 14 bits au lieu du 12 bits, puisque sur beaucoup de boîtiers, alors là je crois que c'était un D610 de mémoire pour la question, mais peu importe, sur les boîtiers Nikon, on a pour la plupart la possibilité de choisir 14 bits ou 12 bits en RAW. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que je constate que les fichiers sont beaucoup plus gros, donc je vois pas de différence à l'œil nu, donc finalement, à part d'occuper de la place en plus sur les cartes et sur les disques, je sais pas trop ce que ça me donne. Alors, plusieurs choses. Premièrement, il y a déjà une dimension mathématique informatique. Quand on code des données sur un certain nombre de bits, eh bien, plus on en met, plus on a de bits BTS, hein, les 0 et les 1 unitaires, plus on en met, plus on a de possibilités en termes de richesse. Alors, pour parler photo, si vous codez un fichier sur 8 bits, comme le JPEG c'est limité à 8 bits, eh bien, vous avez un certain nombre de possibilités pour les couleurs qui est ce qu'il est, qui est propre aux 8 bits. Ensuite, si vous codez un RAW sur 12 bits, ben vous avez 4 bits de plus, donc vous avez beaucoup plus de millions de couleurs possibles. Et si vous codez sur 14 bits, ben vous avez encore plus de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique parce que c'est un peu... c'est pas très plaisant honnêtement, et puis ça serait un peu long à expliquer. Mais... sachez que, alors j'essaie de vous ressortir quelques chiffres pour vous donner des ordres de grandeur. Si vous codez si vous choisissez plutôt les RAW 12 bits, en 12 bits on a à peu près 68 milliards de couleurs possibles dans un fichier. Ouais, c'est déjà beaucoup. En 14 bits, on en a sensiblement 4 fois plus. C'est-à-dire que passer de 12 à 14 bits va vous permettre d'avoir dans votre fichier 4 fois plus d'informations de couleurs que vous n'en avez dans un fichier 12 bits. Alors, sauf que c'est bien beau tout ça, mais votre œil, il n'est pas capable d'en voir autant. L'œil, je n'ai plus la valeur précise en tête, mais il voit quelques millions de couleurs, et encore, ça dépend des yeux. Donc, selon que vous voyez bien ou pas. Donc, dans tous les cas, l'œil, il ne va pas voir des milliards de teintes, de nuances et tout, c'est pas vrai. Maintenant, il y a quand même un avantage. Alors, premièrement, la première réponse que j'aurais envie de faire, c'est de dire, ben, moi, j'ai choisi 14 bits. Alors, pourquoi je choisis 14 bits? Parce que, sincèrement, si mon appareil peut me donner un fichier qui est plus défini, ben, pourquoi je ne le prendrais pas au lieu de prendre un fichier moins défini? Si je fais du RAW, c'est pour avoir le fichier le plus qualitatif possible. Je vais donc prendre 14 bits parce que je sais que le boîtier, il me donne tout ce qu'il peut me donner. Si je veux me limiter en taille de fichier, en je sais pas quoi, je fais un JPEG et puis je me casse pas la tête, parce que là au moins j'ai une petite taille de fichier, j'ai une image qui est exploitable et c'est fini. Pour moi le 12 bits n'a pas d'intérêt puisque je peux faire 14. Voilà, c'est un peu... tant qu'à faire, bah, si vous voulez pas tout ça, enfin quelque part n'achetez pas un boîtier qui sait faire tout ça si c'est pour vous limiter à des photos de plus basse définition. C'est pas définition au sens pixel, mais richesse du fichier. Maintenant, il y a quand même un impact en pratique sur le développement que vous allez pouvoir faire de vos photos. Donc quand vous traitez le RAW, sachez que si vous avez si vous avez shooté en 14 bits, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités pour gérer le bruit numérique et puis tout ce qui est correction en basse lumière. Alors c'est plutôt vrai pour les basses lumières ou pour les images qui sont fortement sous-exposées. Faites le test, et d'ailleurs il faudrait que je vous fasse un article là-dessus un petit peu argumenté avec des photos de test, je me suis dit que ça serait peut-être pas idiot. Si vous faites des photos par exemple sous-exposées ou bien des photos dans lesquelles il y a des contrastes importants avec des zones d'ombre qui sont assez noires par rapport à des ciels peut-être plus lumineux, eh bien en 14 bits vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus de matière dans les zones sombres que vous ne pouvez le faire en 12 bits. Tout simplement parce que le fichier il est plus riche, et comme il est plus riche, vous allez pouvoir aller chercher des détails, gérer le bruit beaucoup mieux également dans les basses lumières qu'on ne peut le faire en 12 bits. Donc pour faire simple, en termes de post-traitement, eh bien, si vous faites du RAW, forcément vous allez faire du post-traitement, c'est plus intéressant d'avoir 14 bits, la dynamique de l'image est meilleure également. Donc, je vais peut-être vous faire un sujet là-dessus, effectivement, parce que je me rends compte que ça paraît des choses hyper techniques comme ça, mais en fait, il y a une réalité sur l'image. C'est pas juste une histoire de le voir à l'œil nu ou pas, bien sûr, on va pas voir des millions de couleurs à l'œil nu.
On les voit, mais on n'a pas toujours la nuance, la sensibilité. Par contre, le bruit numérique, ça se voit très vite, et ça, c'est un avantage du 14 bits. Alors, troisième question, c'est Jeff qui me demande, explique-moi comment est-ce qu'il faut utiliser le mode de mise au point manuel et autofocus sur mon boîtier, parce qu'il y a un commutateur manuel autofocus sur le boîtier, il y en a un sur certains objectifs, petit commutateur, un truc qui glisse comme ça, et si je lis le manuel, en fait, il paraît que Nikon dit il ne faut pas toucher la bague de mise au point si on n'est pas sur manuel sur le boîtier parce qu'on risque de tout abîmer. Mais en même temps, pourquoi il y a deux commutateurs? Enfin, en gros, je ne comprends pas grand-chose. Nikon a l'air de dire que c'est important. Et puis, en même temps, il y a des objectifs AFS qui permettent de le faire quand même. Enfin, j'y comprends rien. Alors, pour faire simple, comment ça marche? Vous avez effectivement sur un système Nikon classique, c'est-à-dire boîtier plus objectif autofocus, vous avez un premier commutateur autofocus manuel sur le boîtier. D'ailleurs, j'aurais dû prendre le mien parce que j'aurais pu vous montrer. Eh bien, est-ce que je peux l'attraper là? Oui, il est là. Vous voyez, on est presque dans les conditions du live. Voilà, donc vous avez donc le commutateur qui est là. Je ne sais pas si on le voit bien ici, voilà. Donc autofocus ou manuel. Donc en temps normal, vous le laissez sur autofocus, et l'objectif, lui, il est en MA, ici, donc MA c'est manuel ou automatique, autofocus, et M c'est manuel. Donc ça, MA et AF, c'est le mode normal, vous êtes en autofocus, vous ne réfléchissez pas. Si vous voulez passer en manuel, c'est-à-dire retoucher la bague de mise au point à la main, faire la mise au point à la main, ou bien si vous avez un objectif qui est un objectif à mise au point manuel, les Samyang par exemple, eh bien vous passez sur manuel sur le boîtier. Et ensuite, donc là vous dites au boîtier, t'occupe pas de ça, c'est moi qui gère avec l'objectif. Donc ça va débrayer la motorisation à l'intérieur, vous n'allez rien abîmer, et vous pouvez tourner la bague de mise au point sur l'objectif manuel. Si c'est un objectif autofocus que vous voulez utiliser en manuel, alors il vaut mieux effectivement ici passer sur manuel, voilà, et comme ça vous êtes en full manuel, et là vous prenez aucun risque pour votre matériel. Maintenant, si c'est un objectif AFS, alors AFS, vous le voyez écrit ici, je ne sais pas si ça passe, hein. Ça c'est le 24-70, AFS, Nikkor, voilà. Donc si c'est AFS, le S signifie retouche possible de la mise au point à la main quand on est en mode autofocus. C'est-à-dire que là, typiquement, je vais vous l'allumer, comme ça va être plus simple. Donc là, je me mets en AF. L'objectif, il est bien sur MAM. Et j'enlève le bouchon. Voilà. Je ne sais pas si on l'entend bien, mais... Donc là, ça marche en AF. Maintenant, comme c'est un objectif AFS, j'ai le droit de retoucher le point en manuel. C'est-à-dire que là, tout en étant... Vous voyez, je vais appuyer à mi-course comme ça. Donc là, il a fait la mise au point. Et moi, je peux retoucher le point. J'abîme rien. Ça, c'est AFS. Si ce n'est pas un AFS, si c'est un AFD ou un AF tout court, eh bien, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que si vous faites ça, en fait, vous faites manœuvrer la tringle à l'intérieur de l'objectif que le moteur met en œuvre pour faire tourner la bague, et là vous forcez sur le moteur, et donc ça c'est pas bon. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment passer en manuel sur le boîtier, sur ces objectifs-là, pour passer en mise au point manuel. Alors, deuxième partie de la question de Jeff, c'était, ben oui, mais qu'est-ce qui se passe pour les objectifs qui ne sont pas des objectifs Nikon, alors les Sigma, les Tamron et les autres, qui eux sont pas AFS? Comment on sait en fait s'ils ont l'équivalence AFS ou pas? Là, il faut vous intéresser à la fiche technique de l'objectif. J'ai publié hier, par exemple, l'annonce des derniers Sigma. Alors, il y a un Sigma 85, il y a un 12-24, il y a un 500 mm. Et vous verrez que chez Sigma, il est bien spécifié dans ces fiches-là, je vais vous mettre les liens d'ailleurs, il est bien spécifié retouche possible de la mise au point en mode autofocus. Ça veut dire, en fait, compatibilité Nikon AFS. Mais c'est un Sigma. Donc chez Tamron, ils vont le spécifier autrement, hein. Chacun a sa phrase pour vous le dire. Ils n'ont pas nécessairement un sigle comme le S, parce que chaque marque a ses sigles. Et bon, c'est la même histoire. Donc voilà pour ça. La troisième question, c'est Daniel qui me dit, est-ce que il faut régler son boîtier, est-ce que je dois régler mon boîtier en mode autofocus
priorité au déclenchement ou bien priorité à la mise au point. Alors vous savez qu'il y a plein de modes autofocus sur les boîtiers Nikon. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers l'article sur lequel je détaille tout ça. Là, vous aurez tout le détail des différents modes, comment ils fonctionnent et comment, et surtout quand, vous devez utiliser un mode plutôt qu'un autre. Je vous mets ça dans les descriptions. Quand vous êtes en mode AFC, c'est-à-dire mise au point AF continue. AF continue d'ailleurs, tiens, je vais en profiter puisque j'ai le boîtier. Si ça s'affiche bien ici, vous devez voir AFC. Vous voyez que si je passe ici, je suis en AF, je ne sais pas si ça se voit bien en fait, ouais, AFS, et là j'ai AFC. Donc AFC, oui, je l'avais bien parce que comme je vois rien, voilà, je vous dis un truc, je suis pas sûr que ça s'affiche. AFC, c'est la mise au point continue. Donc mise au point continue, vous appuyez et là, en permanence, le boîtier va faire la mise au point quand le sujet bouge. Au moment où vous déclenchez, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités. C'est si vous avez choisi le mode de priorité au déclenchement. À l'instant où vous appuyez, le boîtier fait la photo, que la mise au point soit faite ou pas. Alors, pourquoi elle pourrait ne pas l'être? Parce que quand on est en mise au point continue, imaginez, alors je vais essayer de le faire au ralenti, je ne sais pas si ça va bien marcher, mais le sujet bouge. Mettons, ça c'est le sujet, donc il bouge comme ça, et puis le boîtier, lui, il vise le sujet. Alors il y a un moment, bah, il est net, mais si le sujet va trop vite, il se peut qu'il y ait un décalage, c'est-à-dire que le boîtier, il a un millième, un centième, un dixième, je ne sais pas combien de retard sur le sujet, donc il y a un instant court pendant lequel la mise au point n'est pas assurée, et puis tout de suite après, ça rattrape. Donc si vous appuyez pendant cet instant-là, la photo sera floue, tout simplement parce qu'en AFC, si vous choisissez priorité au déclenchement, on déclenche d'abord, et on vérifie la mise au point après. Si vous choisissez priorité à la mise au point, c'est l'inverse. Donc en mode AFC toujours, le boîtier, à l'instant où vous appuyez, il va attendre que la mise au point soit faite pour faire la photo. Ce qui veut dire que la photo, elle sera, à l'instant où vous appuyez, elle ne sera pas faite tout de suite. Elle sera faite, alors elle sera faite tout de suite si on a la mise au point, mais si jamais on ne l'a pas, eh bien il y aura un petit décalage. Donc vous pensez vous que vous avez appuyé, mais en fait la photo s'est faite un millième, un dixième, un centième de seconde plus tard parce que le boîtier a fini de se caler. Alors la réponse à la question, en fait, c'est pas moi qui l'ai pour Jeff, s'il écoute, c'est que en fait c'est votre choix. C'est-à-dire que soit vous voulez absolument pas rater la photo au risque qu'elle soit pas nette, mais vous êtes vraiment dans l'instant, dans des choses très mouvement, action, et là vous choisissez priorité au déclenchement parce que faut que ça tombe quand vous l'avez choisi. Soit vous êtes en AF continu, mais vous vous dites, ouais, je veux quand même des photos, je veux être sûr que c'est net. Tant pis si je perds le millième de seconde sur l'action, c'est peut-être pas important pour moi, mais je veux des photos nettes. Donc ça, c'est un choix, en fait. Donc, voilà, pas de réponse particulière, si ce n'est que c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, comme bien souvent d'ailleurs, on l'oublie un petit peu en fait, c'est que c'est quand même le photographe qui dicte le fonctionnement de l'appareil, et normalement pas l'inverse. Alors, cinquième et dernière question, c'est, je sais pas le prénom en fait, alors j'ai un pseudo, je vais pas le donner parce que c'est peut-être un nom de famille, donc je sais pas... donc comment s'assurer qu'on a réglé son objectif en mise au point à l'infini quand alors la personne me dit moi sur mon objectif à l'infini il est dessous, alors je n'ai pas très bien compris parce que normalement la mise au point elle est, vous voyez ici elle est dans la fenêtre là. Alors peut-être qu'il a un objectif avec l'inscription dessous, ça m'a étonné un petit peu, mais bon, ou bien c'est parce qu'il a tourné le boîtier, je sais pas trop, mais bon. Comment s'assurer que la mise au point est calée sur l'infini si on ne voit pas vraiment ce sigle, enfin comment ça marche. Alors l'infini, je vais le repasser en manuel, tiens, pour vous montrer. Donc quand je tourne ici ma bague, est-ce que ça se voit? Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez dans la petite fenêtre là, j'ai l'indication de distance qui apparaît. Donc si je me mets dans un sens, à fond, eh bien je suis sur... Ah mais c'est dans l'autre sens, oui, vous voyez, le fait de ne pas regarder, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc là je suis sur infini. Infini, ça veut dire que la mise au point se fait sur, j'allais dire le sujet le plus loin dans l'image, c'est un peu ça, mais c'est à l'infini, l'infini étant une notion un peu abstraite, l'infini c'est ce qui est tout au bout, on ne sait jamais où c'est. Donc très loin dans l'image, le plus loin possible. Donc là, vous n'avez pas besoin du sigle, en fait. À partir du moment où vous savez, pour répondre à la question, à partir du moment où vous savez dans quel sens tourner la bague, vous la tournez, et quand vous arrivez en butée, c'est que vous êtes à l'infini. C'est tout bête, mais c'est ça en fait. Dès que ça force, voilà. Sur un AFS, alors vous avez peut-être vu là quand j'ai tourné, j'ai essayé de vous laisser le bruit si ça passe. Voilà, là ça tourne, et quand j'arrive à l'infini, vous voyez que je peux continuer à tourner encore.
Donc là, j'ai pas un blocage. Par contre, la bague, elle n'a pas du tout la même consistance. Essayez sur le vôtre, ça abîmera rien. Là, on sent que ça tourne. Par contre, là, il ne se passe plus rien. Donc ça, c'est l'infini. Donc si vous voulez chercher comment vous positionner à l'infini, ben, c'est tout bête, vous faites ça, ça marche. Alors, je voulais terminer cet épisode et puis donc l'émission de la semaine avec quelques infos. Vous avez, je vais vous mettre dans les descriptions de la vidéo les dernières actus qui sont passées cette semaine sur le site. Vous savez que cette semaine, c'était la Photokina en Allemagne qui a lieu tous les 10 ans, donc la grand-messe internationale de la photographie. Pas mal de constructeurs qui ont annoncé plein de choses. Chez Nikon, on a un petit peu moins d'annonces, mais il y a Sigma qui a sorti des optiques, enfin il y a plein de choses. Donc je vous ai mis l'essentiel sur le site. Alors je ne vais pas balayer, je vais pas passer en revue toutes les annonces photos, mais plutôt ce qui concerne les Nikonistes, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse le plus tous. J'ai besoin de vous pour répondre à une question. Je suis en train de faire un sondage parmi un certain nombre de lecteurs qui font du traitement photo et qui gèrent leurs photos dans un logiciel. Je voudrais savoir si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'utilisation des applications mobiles sur les smartphones et les tablettes pour montrer vos photos. Alors pas pour faire des photos. Je vous ai fait un épisode l'autre jour sur les smartphones, faut-il utiliser un smartphone? C'est pas ça l'idée. Là, c'est vraiment de savoir, est-ce que vous êtes intéressé par le fait de dire, ben voilà, alors il y en a la plus connue, c'est Lightroom Mobile, est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que vous savez comment ça marche? Ou bien vous avez vu que ça existait, vous n'y comprenez rien, vous ne savez pas comment faire. Donc, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ou pas? Le fait de pouvoir avoir vos photos chez vous, mais d'être capable de les montrer quand vous êtes, quand vous n'êtes pas chez vous, donc soit sur smartphone, une tablette, un navigateur internet, voilà, il y a plein de solutions. Et je voulais savoir si ça vous intéressait ou pas pour voir si je commence à préparer des sujets là-dessus. Alors, pour finir, donc, je vous engage, comme d'habitude, à cliquer sur le logo qui est là, par là, sur YouTube, pour vous abonner à la chaîne. Facebook, vous aimez la page, vous enclenchez les notifications. Mes contacts, pour intégrer ma liste de contacts perso, vous recevrez, si vous le faites aujourd'hui, vous recevrez dès dimanche l'article inédit qui n'est pas publié sur le site et qui concerne la créativité en photographie. Vous allez voir que c'est un sujet sur la relation entre le type de photo que l'on fait et le type de matériel que l'on utilise. Et je me suis creusé un petit peu la tête pour vous donner des idées là-dessus. Voilà, merci de m'avoir suivi aujourd'hui, de m'avoir suivi toute la semaine. C'était le 17e épisode déjà, je ne vois pas le temps passer, et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission, donc c'est génial. Partagez, commentez, et à lundi, très bon week-end.